Alors, bienvenue à notre 5 à 7 sur l'automatisation. Est-ce que c'est une piste de solution pour la pénurie de main-d'œuvre? Alors, je fais des tests en même temps pour... est-ce que, Jérôme, ça marche? On est par tout marche. Alors, c'est donc commencé. Il est 5h30. On compte en général, nous, une demi-heure, 3/4 d'heure pour passer à travers les sujets de panel dans le but de susciter des questions. Et ensuite, on passe au 5 à 7 où vous pouvez vous-même continuer la conversation avec les gens brillants qui sont ici et dans la salle. Alors, je vous les présente immédiatement. Sur ma gauche, Igal Ben David, professeur en gestion des opérations à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, un seul souffle, et directeur du laboratoire de... L'Internet des objets. Internet des objets, ça c'est plutôt IoT, moi j'ai... Internet des objets. Ensuite, Olivier Blais, cofondateur et VP Sciences de la décision chez Move AI. Et Carolina Velandia, directrice financière chez Casper Cooks. Alors, je vais leur donner le micro pendant quelques minutes pour qu'ils puissent au moins présenter leur solution et on va rentrer ensuite dans le vif du sujet et je vais commencer par Igal. Alors, vas-y. Il faut que j'allume ça. Test. 1, 2. Ouvre-le, ouais. Monte-le. Test. Parfait. Voilà. Je viens de me connecter. Bonjour à tous. Igal Ben David. Je suis professeur en gestion des opérations. Et ma spécialité, c'est connecter le monde physique. Donc, tout ce qui se trouve partout dans la vraie vie, le prendre, le pomper et l'envoyer sur des sites pour qu'on puisse représenter le monde physique en monde virtuel. Et on puisse même prédire ce qui va arriver par le futur, et c'est ce qui s'appelle des jumeaux numériques. Mais avant de faire des jumeaux numériques avec de la prédiction, ça prend d'abord de la capture de données à partir du monde physique. Je travaille avec un paquet de technologies, des technologies RFID, l'identification par fréquence radio, technologie Bluetooth, avec les deux bonhommes qui sont ici, Jeff et Benoît de Relay Active, et avec plein d'autres compagnies, donc tous ceux qui fabriquent des dispositifs qui nous permettent de pomper le monde physique. Et quand on prend les données, on les envoie à des gens comme ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Olivier Blais. Donc les données, moi je triple. Merci de justement capturer de la donnée. Donc chez Move AI, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise la donnée. On fait de l'intelligence artificielle, en fait, des projets pour des clients. Donc on se retrouve à soit optimiser la prise de décision, automatiser certaines prises de décision pour être capable de pouvoir générer des bénéfices d'affaires. Le but, c'est vraiment de pouvoir aider les entreprises à créer de la valeur avec leurs données. On s'est retrouvé à travailler, par exemple, je peux donner des exemples, chez Métro, les épiceries, on s'est retrouvé à faire de la prévision de la demande au niveau de tout ce qui est périssable. Donc, être capable de savoir que du steak haché mi-maigre, dans 2 semaines, combien de kilos ils vont en vendre, donc pour éviter le gaspillage et pour augmenter les revenus. On se retrouve aussi à faire de la prévision du dynamic pricing sur des parcs d'attractions, par exemple, avec Connect & Go. Ça, c'est des exemples de projets sur lesquels on a travaillé. Super. Bonjour à tous. Moi, c'est Carolina Velandia. Donc, je suis directrice marketing et vente chez Jasper. Donc, Jasper Cooks, on a conçu une cuisine automatisée. Donc, c'est toute une cuisine robotisée qui vient préparer différents mets, différents plats. Elle travaille à partir de zéro. Donc, on lui donne du riz, des ingrédients crus. On a des frigos, de la matière première. Et ça commence de là pour préparer des plats finis de haute qualité conçus par des chefs internationaux. Donc la cuisine, elle vient préparer des plats à partir de 100 à 600 repas par jour. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va installer chez soi, mais plutôt comme une commodité dans un bâtiment résidentiel ou dans une entreprise pour les employés ou dans une résidence de personnes âgées. Et donc ce qui est très spécial avec la cuisine, c'est qu'on est capable de faire repas par repas. Au lieu de faire en masse, en bulk, on vient prendre les goûts de chacune des personnes, les intolérances, les préférences alimentaires, les restrictions, le régime alimentice. Et la cuisine, elle est agnostique au fait qu'elle puisse préparer un repas pour chaque personne ou son repas de la même chose pour tout le monde. Merci beaucoup. J'hésite placé dans ce sens-là parce que c'est très pédagogique. Nous avons ici la capture, le traitement et l'exécution. C'est pas pour rien qu'on fait ça parce que l'Internet des objets, l'analyse AI et ensuite vos produits, quasiment, c'est des robots finalement qui sont là. C'est l'automatisation.
Et donc, ma première question que je veux, au moins, c'est un point que je veux plutôt évacuer tout de suite, la fameuse question de est-ce que les machines vont nous remplacer, nous les humains? On parle de problèmes de RH, est-ce que c'est des robots qui vont nous remplacer? Je pose tout de suite la question parce que c'est souvent le premier truc auquel on pense. Puis je me tourne peut-être vers Olivier parce qu'on parle de traitement de l'information et donc, quelque part, ça touche qui on est, de cerveau. Peut-être commencer en disant, vous êtes un compétiteur ou un complément? Êtes-vous en train de vouloir remplacer ou en train de vouloir complémenter? Très bonne question. C'est drôle comment, il y a à peu près 15 ans, ce qu'on parlait, c'est tout le monde avait vraiment, vraiment très peur pour leur emploi. Et là, ça l'a changé un petit peu avec la pénurie de main-d'œuvre, les départs à la retraite. Je pense que les gens commencent à comprendre que, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir aider les fonctions à, dans le fond, être capable d'exécuter ce qu'ils ont besoin d'exécuter. Parce qu'en ce moment, tout le monde est stretché, tout le monde est au maximum. Donc, l'IA, c'est fait pour supporter les humains. Et ça, si on le regarde tâche par tâche, il y a certaines tâches qui vont être automatisées, d'autres qui vont être supportées, qui vont être optimisées, et d'autres qui ne vont pas être touchées du tout. Donc, tout ce qui est la collaboration, tout ce qui est la créativité, la résolution de problèmes complexes, ça va tout le temps demeurer. Il y aura aussi des tâches qui vont être créées, comme par exemple, là en ce moment avec le Generative AI, ce qu'on voit, c'est que oui, on peut automatiser par exemple la création de texte, mais il faut donner le bon prompt, il faut donner la bonne question. Donc ça, en soi, ça devient une nouvelle tâche que tu viens d'ajouter à ton day-to-day. Donc oui, tu vas automatiser la création de contenu, mais tu viens de te créer une tâche de poser vraiment les bonnes questions pour générer le contenu que tu désires. Une forme de remplacement, de cette manière, des tâches qu'on ne veut plus faire, qui vont être remplacées par la machine, mais ça vient complémenter la bonne personne qui sait poser les bonnes questions. Je me tourne vers toi, vers Igal, parce que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que les objets connectés sont arrivés et tout. Est-ce que l'histoire aussi montre qu'on s'en va dans cette direction-là ou ça va dans une autre direction? Non, je pense que je vais rebondir sur ce qu'Olivier dit, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'on voit, c'est que les technologies de capture automatique des données, elles ont toujours évolué. Bon, le code à barre est là, on a la très grande majorité des gens ici sont nés avec et il existait déjà. Ça a 50 ans passé, mais quelqu'un qui fait un inventaire, et tu arrives et tu scannes code barre par code barre, et ça va te prendre 15 minutes ou 20 minutes et tu risques d'en louper un ou deux. Aujourd'hui, tu es capable de le faire en 1 seconde pour scanner 100 boîtes qui rentrent. C'est ce qu'on fait au laboratoire IoT. Je veux dire, on est capable de montrer ça. On a installé tous les systèmes qui le font. On accélère énormément les transactions qui n'ont pas de valeur ajoutée. Combien de temps ça prend à quelqu'un dans un quai de réception à venir faire de la vérification, à rechercher des produits? Combien de fois vous êtes allé dans un magasin et vous avez dit au client, au vendeur, écoutez, je cherche telle paire de trucs. Ah, ces espadrilles, oui, j'en ai, ils sont dans le système, mais je ne sais pas où ils sont. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui les a essayés, qui les a laissés on ne sait pas où. Alors, ces milliers de problèmes qui existent actuellement avec les technologies qu'on utilise, aujourd'hui, on va mettre des petites puces avec une antenne, ça s'appelle un tag, sur les objets. Et quand on dit « tu es où ?», il dit « je suis là ». Et vous avez une paire d'espadrilles, un t-shirt, une vache, n'importe qui, c'est-à-dire exactement n'importe quel objet qu'on a besoin de taguer et de suivre et de traquer en temps réel, on peut le faire aujourd'hui, quelle que soit l'industrie, incluant l'industrie hôtelière, l'industrie hospitalière. Donc, est-ce que ça remplace? Ça simplifie énormément et ça libère beaucoup le personnel pour des tâches sans valeur ajoutée qui consument beaucoup de temps aujourd'hui. Et c'est là où est-ce qu'on s'en va. OK, j'entends qu'on vient faire un supplément. Quelque part, on vient augmenter, parce que de pouvoir scanner 1000 boîtes d'un coup, c'est augmenter notre pouvoir. Mais Carolina, ça se peut pas, que si tu fais des cuisines, c'est pour remplacer les cuistots, non? Tout à fait, mais pas que. Donc, il y a un besoin du marché. Donc, la technologie n'arrive pas en disant je vais imposer quelque chose. C'est tiré par le marché. Donc, c'est le marché qui demande une cuisine qui est beaucoup plus personnalisée. De plus en plus qu'on voit dans le monde, c'est que c'est trop cher de cuisiner près de la demande, près des personnes qui vont être en train de manger. Donc de plus en plus, la cuisine s'éloigne et on commence à produire des pommes de terre pour des tonnes de personnes, de la viande pour des tonnes de personnes. Or, les gens, ils ont des besoins spécifiques. Entre 25 et 40% de la population reconnaît qu'il a soit une intolérance, une allergie, qu'il suit un régime spécifique, qu'il a un besoin nutritionnel pour son activité physique
personne ne répond à ça. Personne. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on arrive, on dit, OK, donc il faut pouvoir cuisiner pour telle personne, et pour telle personne, et pour telle personne, et pour telle personne. Comment on fait ça? On ne peut pas mettre une personne à mesurer de curry au gramme par gramme 150 fois par jour. Un robot, il peut faire ça. Un robot, il peut préparer la sauce sans lactose, la même sauce avec lactose, la même sauce sans sel, la même sauce avec du gras, la même sauce 15 fois par jour, 100 fois par jour, 300 fois par jour, et ça va être personnalisé, individualisé, on va respecter les intolérances. Donc c'est le marché qui nous demande, nous on répond avec la technologie et ça rétroalimente le développement technologique. Personnalisé, augmenter. Personnalisé aussi. Oui, tout à fait, mais c'est comme les trois termes qui correspondent à l'automatisation. Dans le monde du tourisme ou du monde en général, effectivement, donc, est-ce que vous voyez, quel est le potentiel que vous voyez pour l'industrie du tourisme ou l'industrie que vous côtoyez le plus? Est-ce que vous voyez au niveau du RH, des ressources humaines, vous voyez un grand potentiel, puis est-ce que ça va venir rapidement? Bien, je peux peut-être commencer. Oui, moi je dirais que oui, au niveau RH. Par exemple, nous avec Connect & Go, quelque chose qu'on a remarqué assez rapidement, c'est, on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile de gérer les pics and valleys. Hein? Des fois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes, des fois, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est un peu plate de se tourner les pouces dans un bureau en attendant qu'il y ait des touristes qui viennent. Ouais. Et aussi, c'est que c'est des gens qui, si par exemple on est financièrement responsable, bien, c'est sûr qu'on va vouloir aussi ajuster les horaires en conséquence. Et de l'autre côté, quand il y a beaucoup de touristes, bien, tu veux t'assurer de pouvoir les accompagner comme il faut. Et ça, on peut le faire, par exemple, de la prévision de la demande, de l'optimisation des horaires. Pour être capable d'aider les organisations et aussi les employés à avoir des meilleures expériences et d'aider par le fait même les touristes. Vas-y, Gab. Ben en fait, je vais reprendre l'exemple, tu vois, qui donne avec Connect & Go. Connect & Go, peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas de nom, mais vous connaissez les événements qui co-organisent les festivals comme chez AGA, des congrès, etc., où c'est que une des solutions, on donne un petit bracelet à un client et puis il rentre, il le scanne et il est automatiquement capturé. Ça, c'est mon morceau. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on va faire où c'est qu'on va mettre des technologies sur n'importe quoi qu'on a envie de capturer. Dans ce cas-là, ça va être des gens qui vont se scanner et automatiquement, donc tu commences à capturer du data qu'on va envoyer à des Olivier de ce monde. Mais c'est une façon de les capturer, ces données. Il y a 50 façons de capturer les données. On peut capturer des données, je veux dire, si on vous donne un bracelet, si on vous donne une carte, et même si on ne vous donne rien, tiens, on peut quand même vous capturer pareil. Et on va vous scanner, vous traquer, peut-être pas individuellement, de manière anonyme, mais ça va donner assez d'informations pour savoir qu'à tel endroit, il y a un goulot d'étranglement, qu'on a besoin de gérer la capacité et qu'il faut envoyer des ressources. Donc, pour revenir à ta question, Martin, dans le monde du tourisme, où est-ce que on a besoin, est-ce que ça aide? Ben, le fait d'avoir toutes ces données en temps réel, moi je peux savoir dans une salle où sont les gens, où est-ce qu'ils vont se tenir, à quel moment ils vont venir, à quelle fréquence, dans quel endroit ils se sont tenus le plus de façon à organiser le nettoyage après la conférence. Si c'est dans un hôtel, est-ce que j'ai des serviettes qui sont disponibles? Est-ce que je vais les suivre en temps réel partout dans le routing pour s'assurer que je puisse les réapprovisionner, que j'ai jamais un client qui manque de quoi que ce soit? Mais c'est la même chose dans un hôtel que je vais faire dans un hôpital, que je vais faire dans tous les endroits où c'est que c'est toujours la même chose. J'identifie un objet, je suis capable de déterminer où, quand, combien. Mais est-ce que ça demande de changer nos propres processus ou ça s'adapte au processus déjà actuel? Ça demande seulement un changement. C'est à la base. Hein. La base, le changement des processus, ça fait encore une fois quelques décennies qu'on en parle. Mais si tu ne changes pas tes processus, tu vas tout simplement automatiser des pratiques. Le fait d'utiliser les nouvelles technologies vont nous obliger à changer nos manières de faire. Pas juste accélérer ce qu'on faisait avant, mais parfois repenser complètement la façon dont on Et vous livre un rencontrez service. une résistance, Carolina, est-ce que quand vous rentrez dans les cuisines, rencontrez-vous une résistance ou parce qu'on vous a fait affaire avec vous qu'il n'y a plus de résistance, le processus est déjà changé, ou alors vous le rencontrez vraiment cette résistance? Oui, donc juste pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, donc oui, ça nécessite un changement de processus ou au moins un changement de pensée. On est habitué, par exemple, dans la restauration encore, à avoir des restaurants qui sont spécialisés dans un type de cuisine.
Donc on a des restaurants italiens, grecs, français, québécois, etc. Et donc à partir du moment où on se dit, oui, mais ils ont les mêmes applications. Ils ont un four, ils ont des casseroles, ils cuisinent de la même manière, ils font des frigos, ils ont les mêmes 200 ingrédients. Et nous, on vient dire, OK, donc dans une seule cuisine, si on met des chefs qui développent des recettes italiennes, françaises, grecques et québécoises, donc dans la même cuisine, on peut donner cette diversité d'aliments qui vient répondre aux besoins des clients. Donc dans le tourisme, par exemple, on se retrouve avec des hôtels et on arrive et puis il y a quelque chose qui ne nous plaît pas à manger. Ou il n'y a pas de restaurant. Ou on te donne la carte du restaurant italien d'à côté et puis tu as des enfants. Ces changements-là, ces changements à l'interne, j'imagine que c'est souvent à l'externe qu'on peut avoir cette expertise parce que c'est vous qui possédez cette connaissance des technologies, donc c'est vous qui amenez les changements des processus. Est-ce que vous connaissez, est-ce que ça, tout à l'heure tu faisais allusion que c'était les mêmes trucs d'un hôpital? C'est horizontal, effectivement. Mais est-ce que on a une expertise qui se développe naturellement chez vous, que vous pouvez transférer aux acteurs? Je pense, et je crois qu'ici je vais parler pour tout le monde, les technologies qu'on regarde sont horizontales, elles sont multisecteurs. Je vais donner un exemple, par exemple pour ma paroisse, en lien avec la cuisine. Carolina, ces robots vont utiliser des produits qui doivent être frais. Ben moi, il faut que je m'assure qu'ils sont frais avec les technologies qui capturent les données. Je vais être capable de connaître l'histoire d'une tomate. Donc, dès la ferme, je peux mettre un tag par-dessus la caisse et être capable de la suivre. Par exemple, je vais lui dire chaque 10 minutes, donne-moi ta température, donne-moi ton humidité. Mais cette même technologie, ce qu'on appelle des tags semi-passifs que je vais mettre sur des caisses de tomates pour pouvoir les suivre, je vais les mettre sur des caisses de viande pour pouvoir savoir si elle est descendue en dessous de zéro, elle s'est décongelée. Et je vais les mettre sur des fleurs pour s'assurer que lorsqu'ils arrivent au niveau du point de vente, ils vont avoir une durée de vie importante. Et je vais les mettre dans des vaccins pour s'assurer que la chaîne de froid sera respectée. Donc, c'est là que c'est intéressant lorsqu'on fait une étude, de dire je vais importer les meilleures pratiques. Mais parfois, on va trouver les meilleures pratiques dans l'agroalimentaire et qu'on va utiliser dans le tourisme. Est-ce que le déclencheur pour venir vous voir, vous trois, c'est parce que, je parle peut-être plus aujourd'hui, parce qu'on manque une ressource, on se dit là, il manque quelqu'un, et puis j'ai tout ça à traiter. C'est ça le déclencheur aujourd'hui ou il y a un autre déclencheur pour venir vous voir? Bien, c'est une bonne question. Donc, je pense qu'en ce moment, avec le buzz de l'AI, puis il est encore là, mais ça fait quand même des années qu'il est là, les gens, on dirait qu'ils ont le réflexe de penser « Ah, t'es à l'AI », puis des fois, c'est à tort et... Dans le fond, des fois, c'est pas la bonne technologie, puis c'est correct, on les réoriente. Là. Le but, c'est pas que ça soit de l'AI pour de l'AI, mais au même titre que je suis sûr, vous, dans votre cas, c'est un peu la même chose. Mais quand on a un problème, c'est important d'essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Et parfois, on va parler de récolte de données automatisée, par exemple. Parfois, on va avoir besoin d'avoir des insights, d'avoir de l'optimisation au niveau de nos décisions, puis ça peut être fait avec de l'AI, des fois, c'est avec de la robotique. Mais il faut que ça parte d'un problème. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que des fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein? Dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais c'est sûr que juste d'avoir des discussions ouvertes avec des gens, avec des change agents, des gens qui en ont fait d'autres, comme je pense nous trois, on est des bons exemples dans le sens qu'on a changé de paradigme parce qu'on s'est retrouvé à penser différemment à un moment donné, puis on est où ce qu'on est présentement. Bien, c'est avec des discussions comme ça qu'on finit par comprendre que « Ah, c'est quoi mon problème? Je peux le résoudre d'une autre façon que je l'aurais cru. » C'est pas juste en embauchant des gens puis à n'en plus finir qu'on va finir par y arriver. Il y a une façon différente de réfléchir à notre problématique. Il faut vraiment juste changer notre mindset pour être capable de s'ouvrir. Puis peut-être ça ne va pas mener à nécessairement de la technologie, mais juste de penser c'est quoi que la technologie peut faire pour nous, des fois ça fait une grande différence. Est-ce que pour les cuisines, c'est pareil? Ou les gens qui viennent vous voir sont déjà convaincus parce qu'ils ont... est-ce que vous devez les convaincre davantage? Comment vous faites cette vente-là pour changer les habitudes? Donc souvent, ils viennent voir par curiosité. Et pour être tout à fait honnête, ils viennent voir pour voir à quoi ressemble un robot qui cuisine. Donc souvent, quand je parle, soit ils s'imaginent un humanoïde en train de cuisiner, soit ils s'imaginent un four. Et puis, c'est les deux, en fait. On a décomposé tous les processus. Donc, souvent, ils viennent voir par curiosité. Mais une fois qu'ils mangent et qu'ils goûtent la nourriture qui vient d'être préparée par le robot, là, ils disent « Ah oui, ça peut être fait comme ça. » Donc, ça suit un processus complètement différent, mais en fait, le résultat, il est comme attendu.
Et donc, ça commence à changer les paradigmes à ce moment-là, quand le résultat il est bon. C'est parce qu'on le voit, il faut être curieux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une curiosité pour venir vous rencontrer, pour voir les exemples d'un robot. Toi qui vois les objets connectés qui ont beaucoup évolué en 20 ans, est-ce que c'est comme ça, c'est-à-dire c'est par la curiosité qu'on voit des exemples, on voit des trucs avec Connect & Go qu'on a dans un festival, on découvre ça, et là on est comme contaminé à cette nouvelle idée-là, et donc la curiosité devient importante pour faire des changements. Oui, la réponse à ta question c'est oui, mais dans la réalité, je pense que je vais rejoindre ici mon collègue. Souvent les gens viennent nous voir, pas par curiosité nous, on est moins sexy, mais ils viennent nous voir parce qu'ils ont un problème. Okay. Et donc, ça commence toujours avec ça, un problème qui est, ils ne trouvent pas du stock, ils ont des problèmes de produits qui sont… ils ont mille et un problèmes qui sont reliés à des conditions dans le monde physique. Et donc, ils sont allés voir des vendeurs, des fois, qui leur ont vendu ce qu'ils voulaient leur vendre. Ou alors, ils ne savent pas quel vendeur aller voir. Ou alors, parce que nous, on est un petit peu particulier, je suis un laboratoire universitaire. Donc, nous, notre rôle, ce n'est pas de vendre. Je vais quand même vous faire un prix si vous voulez me voir. Mais ce qu'on fait, nous, c'est de la formation, du conseil, de l'accompagnement. On ne remplace ni les vendeurs, on ne fait pas de la consultation, on fait de l'accompagnement et de la formation. Et donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a toutes les technos au lab, on est capable de travailler avec eux depuis le concept jusqu'au prototype. Et donc, ils vont faire toute cette démarche avec nous, ils vont énormément apprendre. Et ensuite, ils seront à même de dire, tu sais quoi, je vais aller avec la compagnie A plutôt qu'avec la compagnie B, parce que maintenant que je comprends bien comment ça marche, donc dans l'amont du projet, c'est là qu'ils vont développer toutes leurs connaissances pour pouvoir être beaucoup plus solides une fois qu'ils partent en projet. Mais c'est souvent soit parce qu'il y a une opportunité, et le plus souvent, c'est parce qu'il y a un problème. Vous êtes une université, on peut avoir confiance en disant « j'ai un problème, vous allez trouver une solution ». Dans votre cas, vous êtes une compagnie privée. Alors, est-ce qu'on vient parce qu'on a une recommandation, ailleurs ça s'est bien passé, ou vraiment on vient vous voir parce que vraiment j'ai un problème et on pense que vous avez la solution? Je pense que les gens aiment travailler avec nous, là. Je pense qu'il y a quand même du bouche à oreille. C'est sûr que je pense que c'est important aussi de montrer qu'on a fait des cas, qu'on a livré. Nous, par exemple, chez MovAI, c'est vraiment le but, c'est de livrer en production des solutions qui fonctionnent. Puis jusqu'à date, dans les 4 ans et demi de notre existence, on a fait, puis on a livré puis des solutions qui fonctionnent déjà plusieurs. Donc, d'être capable de démontrer que ça fonctionne, d'être capable de démontrer que des gens sont capables d'aller chercher des bénéfices. Ça, c'est d'une part, donc vraiment de montrer qu'on est crédible, mais aussi c'est d'accompagner des gens. Je pense que tu vas voir n'importe qui et tu lui demandes si la personne dans son entreprise n'a pas un problème et d'être capable d'avoir cette écoute-là, puis de pouvoir par la suite avoir un échange. C'est pas extrêmement difficile, puis c'est vraiment enrichissant pour les entreprises. Donc, c'est vraiment des deux côtés. Je pense que que les gens soient capables de venir te voir, c'est une chose, mais d'être capable par la suite d'aller échanger avec des gens, c'en est une autre aussi, puis il faut faire les deux en fait. OK, donc il faut avoir, la solution gagnante, c'est avoir un problème, une curiosité ou un problème, on vient vous voir et tout. Maintenant, on peut avoir peur. Ça coûte combien? Ça coûte cher? C'est-tu compliqué? Ça dure longtemps ou pas? À quoi ça peut ressembler quand on veut installer ça en coût et en temps et en énergie? Avez-vous quelque chose que vous pouvez mentionner sans dévoiler de secrets commerciaux, mais quand même donner une indication de dans quoi on s'embarque quand on vient vous voir? En bon consultant, je vais dire que ça dépend. Non, je compléterai, ça dépend vraiment du cas. Non, nous, je pense que c'est ça aussi qui est bien pour le Lab IoT, c'est qu'on travaille vraiment sur l'amont du projet et l'idée de faire le pré-projet, c'est de répondre à cette question combien ça coûte. Regardez, on fait un projet avec des pompiers en ce moment, puis eux, ils ont un problème, toujours la même chose, hein, soit ils perdent un objet, soit… Donc il y a un sinistre, ils doivent partir avec le camion tout de suite c'est incroyable, en 90 secondes ils sont dehors, mais il ne faut pas qu'ils oublient rien, ni un adaptateur, ni une hache, ni un pic, ni un… Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'assurer en faisant en 30 secondes le tour du camion que tous les dizaines et les centaines d'items soient là-dedans. Et donc, ils voulaient se lancer là-dessus, mais ils n'avaient pas d'idée vraiment par où y aller. Donc, ils sont passés par le lab. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc un prototype. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein de trucs qui sont vraiment galères à taguer. Par exemple, ils ont des produits qui doivent aller dans le feu. Ben, nous, nos petits tags,
Tu peux en acheter un à 10 sous, mais tu peux en acheter un à 10 $. Ben, lequel j'achète entre les deux? Et donc, c'est ça qu'ils vont venir apprendre pour dire, OK, finalement, moi, chez moi, dans mon cas, c'est ça que ça me prend. Parce que sinon, tu peux voir un vendeur qui va te dire, ben, regarde, je te vends des tags à 10 $, c'est ça que ça coûte. La même chose, genre, pas juste au niveau des tags, mais au niveau de où est-ce que vous mettez un tag sur une hache? Et là, donc, c'est sûr que si tu t'y connais pas, ben, tu vas dire, tiens, on va le mettre ici ou là. Mais dans la réalité, les pompiers, quand on discute avec eux, ils disent, non, non, moi, une hache, quand je la prends, je frappe comme ça. Et vous avez la main qui glisse tout le long. Et donc, on se dit, OK, si la main, elle glisse tout le long, ben, je ne peux pas rien attacher ici. Comment on fait ça? Ah, il faut creuser le manche et imbriquer un tag à l'intérieur du manche et ensuite le recouvrir d'époxy. Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est juste pour vous dire que parfois, un projet qui est très simple peut devenir très compliqué en fonction du business case qu'on regarde spécifiquement. Et donc, il y a un intérêt à faire un pré-projet pour apprendre combien ça va coûter. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je parle pour moi et puis je sais que pour plusieurs autres technologies, ça s'est démocratisé. Il y a des solutions pour tout le monde. Et les entreprises n'ont pas le choix d'aller dans cette direction qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Il faut mettre les mains à la pâte. Et donc, il faut commencer avec une entreprise, un partenaire, un laboratoire. Mais il faut aller de l'avant avec ça parce que sinon, vous allez rester derrière. Olivier? J'ai fait une petite joke tantôt, mais j'ai une opinion quand même. En fait, je peux pas vraiment répondre sur le coût. Ce que je peux dire, c'est que puis c'est un peu, pour faire un lien avec toi, c'est un peu comme un menu chinois. Tu as plein d'options qui peuvent toutes être faites avec leur entreprise, mais tu as des options sur le type de quelle façon tu veux résoudre ton problème. C'est quoi ton niveau de performance que tu t'attends? C'est quoi ton déploiement? Par exemple, si tu utilises dans ton entreprise SAP, un ERP qui est quand même assez sophistiqué, bien juste ça, en tant que tel, ça va te coûter énormément d'argent juste à faire l'intégration de ta solution. Est-ce que tu veux des résultats en temps réel? Si, par exemple, c'est pour optimiser un horaire de travail, en temps réel, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être que tu veux faire à toutes les semaines, tu veux optimiser les horaires, par exemple. Donc déjà, là, tu viens réduire ta complexité. Ouais. Donc, plus tu es capable de réduire ta complexité, moins ça va te coûter cher. C'est sûr qu'il y a un minimum par la suite, parce que c'est quand même, c'est pas toujours donné, puis c'est de l'exploitation de données. Est-ce que les données sont bonnes? Il y a quand même des éléments qui sont nécessaires. Par contre, si on réussit à simplifier au maximum sa problématique, on peut s'en sortir pour des coûts qui sont quand même raisonnables. Et aussi, compte tenu de, il y a Scale AI, il y a la SQRI, il y a vraiment plein de fonds qui sont disponibles. Là, Invest AI vient juste d'annoncer cet après-midi qu'ils ont été renouvelés pour 1 an. Yeah. Donc, ça fait un autre fonds qui est disponible. Donc, pensons à la façon qu'on peut simplifier notre problématique pour la rendre plus accessible. Ouais. Et après, les fonds qui nous permettent d'aller chercher entre, grosso modo, 30 et 50 %. Puis quand même, ça peut devenir plus accessible qu'on pourrait le croire. Ouais. Carolina, est-ce que tu vas embarquer sur... Oui, donc juste pour compléter, c'est la différence entre les projets de monsieur et une cuisine, c'est qu'on a une base de comparaison. Donc je peux vraiment venir comparer combien ça coûterait de produire son repas dans un restaurant traditionnel versus son repas dans ma cuisine robotisée. Oui. Donc j'ai une base de comparaison qui est très, très directe, très facile à faire. Et je peux vous dire qu'avec la cuisine robotisée, ça coûte entre 40 et 60% moins que dans une cuisine traditionnelle. Je vais reprendre un point ici, parce que c'est quand même bien important. Tu sais, quand tu as dit, ça dépend ce que les entreprises y cherchent. Je vais donner un exemple que des fois l'entreprise vient vous voir et puis elle vous dit bah, écoutez, j'ai envie de ça, 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 alors que peut-être en fait une solution qui serait 10 fois moins chère répondrait à 80% de leurs problèmes. Par exemple, on a fait un projet dans un hôpital où ils cherchaient à savoir où est-ce qu'ils étaient les pompes à infusion et les pompes à gavage, enfin plein d'équipements mobiles. Et ils disaient on a besoin d'avoir les données en temps réel et de connaître la localisation à 1 mètre près. Donc nous, on est parti avec les requis du client, puis on s'est mis à chercher quelles étaient les solutions pour ça. Or, dans la réalité, si on est capable de leur dire, bah, écoutez, vous avez une pompe à infusion qui est exactement dans l'aile numéro B, juste ça, elle est dans l'aile numéro B, 80% du temps de recherche était déjà annulé. Alors peut-être que, et ça aussi je pense c'est un travail à faire avec les entreprises, c'est d'apprendre à bien définir les exigences
et pour avoir des solutions qui répondent tout à fait à leur budget. Donc, ce que je comprends, il ne s'agit pas juste d'avoir de l'argent, mais d'avoir une idée de comment… Est-ce qu'il me faut autre chose que juste avoir un problème? Est-ce qu'il faut avoir déjà une base de données, des trucs de ce genre-là pour réussir à travailler avec vous? Ou vraiment, je peux arriver innocent et un peu d'argent pour travailler avec vous autres? Bien, dans le domaine du tourisme, disons, un des prérequis, c'est les données. C'est sûr, les données, c'est important, mais les données, il y a plein de façons de créer de la donnée. Donc, déjà, plein de beaux exemples à ma gauche, mais il y a aussi plein de données qui sont disponibles en ligne. Par exemple, dans le tourisme, de regarder la météo, c'est fou comment que c'est utile. Les données sur le nombre de passagers qui ont atterri à Pierre-Éliott-Trudeau. Donc, il y a vraiment plein de données ouvertes qui peuvent être utilisées et qui peuvent être valorisées. Mais c'est certain que ça va quand même prendre un skill set au niveau de l'intégration dans ton modèle d'affaires. Donc, je dirais, moi, si on cherche un élément de plus que de l'argent, c'est sûr que si tu as de l'argent puis tu n'as personne d'autre pour l'intégrer dans ton modèle d'affaires, bien, tu peux dépenser tout l'argent puis ça ne va rien donner là, parce que tu ne vas pas l'intégrer, tu ne vas pas te l'approprier, l'outil en question qui va avoir été développé. Donc, ça prend ce mindset-là qui est prêt à essayer des choses puis qui est prêt à l'intégrer dans ses pratiques courantes. C'est pas juste du test. Des fois, on a tendance à penser que, par exemple, la nouvelle technologie, on fait des tests. Oui, mais après, tu peux pas juste faire des tests pour faire des tests. Parce que ça va être, c'est triste pour la personne qui a développé les systèmes, puis c'est triste pour l'entreprise qui a dépensé pour rien. L'important, c'est de dire, regarde, moi j'ai un vrai problème, on va le résoudre, puis oui, ça passe par un test, puis si le test est concluant, c'est le mettre en place. Mais ça prend de la préparation, puis il faut vraiment être au courant des processus, puis des gens qui vont être impactés par cette technologie qui va être implantée par la suite. Ouais. En tourisme, effectivement, on a un problème de ressources humaines, un peu comme dans tous les domaines. Donc, un déclencheur en ce moment, c'est que je manque une ressource ou alors j'ai une ressource qui me coûte, je ne sais pas moi, 50 000 que je dois mettre ailleurs, donc le travail qui doit être fait. D'une certaine manière, si je veux le remplacer, ce poste-là, il va me coûter 50 000. D'une certaine manière, on peut imaginer qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles économiques, on a la tempête parfaite pour pouvoir réussir à intégrer maintenant ces nouvelles technologies-là parce qu'on est capable de comparer. Tu parlais de comparer au niveau de la cuisine. Bien, on peut dire qu'avant, ça coûtait 50 000 faire le travail. Maintenant, par un AI, par une automatisation, on peut arriver à prouver si oui ou non on peut automatiser ce travail-là puis ça coûte moins cher. Est-ce que je me trompe quand je le vois de cette manière-là? On est aujourd'hui à un croisement qui fait qu'il peut y avoir une accélération parce que justement, on est capable de venir vous voir en disant « je vais quand même sauver 50 000 parce que je n'ai pas la ressource et si je l'avais, ça me coûterait 50 000 ». C'est sûr que dans mon cas, enfin dans les trois ici, là, je veux dire, c'est sûr qu'on est capable de remplacer des ressources. En fait, remplacer des ressources qui n'existent pas aussi des fois. Oui. Ils ne sont pas disponibles. Et puis des fois aussi, c'est remplacer un travail qu'une ressource pourrait faire qui est très laborieux, qui prendrait beaucoup de temps et qu'il faudrait payer. Je prends un exemple qui me vient dans le tourisme. On a fait un projet l'année dernière ou il y a 2 ans avec Montréal en histoire. Donc l'idée, eux, ils font pour ceux qui n'ont pas fait le parcours, c'est magnifique. Donc vous allez dans le Vieux-Montréal et puis il y a tout un parcours qu'on peut suivre avec des projections à certaines heures. Puis les gens se disaient, à quelle heure les touristes sont là? Et quelle projection est-ce qu'ils regardent? Et est-ce qu'ils restent tout au long de la projection ou ils s'en vont avant? Et est-ce que je peux me prendre une ressource dédiée qui va faire le tour, qui va observer, qui va regarder, qui va noter. Ou alors, je peux mettre des capteurs qui vont capter en temps réel tous les dispositifs Bluetooth, genre vos téléphones, et pour être capable de déterminer, avec un certain algorithme quand même, parce qu'il faut faire attention, tout ce qui sort des téléphones, ou en tout cas toutes les données brutes qui sortent, c'est pas vrai que tu prends ça, puis tout de suite ça rentre dans un écran de visualisation, puis c'est beau, il faut le nettoyer, parce qu'il y a beaucoup de saloperies là-dedans, donc ça prend des outils pour ça. Mais vous êtes capable de prendre toutes ces données, les nettoyer, les filtrer, et arriver à dire, à telle heure, à tel moment, voici combien il y avait de monde, voici les moments d'affluence, et donc ça permet à une organisation comme Montréal en Histoire de raffiner son offre, d'améliorer les projections, de venir les présenter à des moments plus opportuns, de savoir quels sont les sites qui sont visités, ceux qui ne sont pas visités. Fait qu'une ressource ici, c'est sûr qu'on pourrait le faire autrement, mais la capture automatique des données, dans ce cas-là avec du Bluetooth, ça vient remplacer des ressources que de toute façon on n'a pas.
Très, très bien dit. On est parti il y a une demi-heure en disant on va avoir peur des machines qui vont nous remplacer, à peut-être maintenant courir vers vous pour justement qu'on les remplace parce qu'on manque de ressources. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans notre discussion avant que je passe le micro dans la salle? Avez-vous un point que vous vouliez discuter, que je n'ai pas abordé, que vous souhaiteriez mettre de l'avant? Parce qu'après ça, si vous allez devant le public On passe le test ultime, là. Ouais. Bien hâte de... Non, faut que tu me le dises avec des vrais mots parce que j'entends pas. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, mais okay, ouais, après, mais avant, on va faire les questions de la salle. Mathis va pouvoir passer, je t'oublie pas, Mathis. D'ailleurs, j'ai une chose que j'ai oubliée. Il fallait que je vous parle de Pickle. Pickle, c'est une solution vraiment qu'on adore. Vous scannez pour avoir le code et vous pouvez aller dessiner pour représenter, dans ce cas-ci, c'est quoi la question? C'est quoi l'automatisation? Qu'est-ce que l'automatisation vous évoque? Et vous pouvez dessiner et ça apparaît directement sur l'écran. C'est une bonne manière de rentrer en relation avec les autres grâce à la technologie. Alors, merci beaucoup, Pickle. Merci beaucoup. Maintenant, avant, j'ai une question. J'ai-tu un autre micro? C'est celui-ci que je prends, c'est ça? Parfait. Allez. Bonjour, je suis Laurence, consultante en relations publiques et relations médias. J'ai une question pour vous. Vous travaillez avec des entreprises, avec des restaurants, etc. Est-ce que vous rencontrez parfois de la résistance, comme il peut y avoir de la résistance quand on parle de l'adoption de nouvelles technologies? Et comment est-ce que vous arrivez à justement gagner davantage d'adeptes à vos nouvelles technologies avec les différentes entreprises avec lesquelles vous travaillez? Voilà. Un bon use case. Donc, Oui. une résistance. Non, une résistance. Alors, Oui, merci pour la question. Le plat de résistance. Donc oui, on travaille avec soit des entreprises qui ont déjà des restaurants, qui manquent en main-d'œuvre, qui manquent en processus, qui manquent des choses. Ce que nous on se rend compte, c'est que souvent les exécutifs, ils ont un peu peur de ce qu'ils penseraient les équipes. Or, dans les jours au jour, ce qu'on voit, c'est que ce sont les chefs les plus intéressés par cette technologie qui viennent leur aider dans leur quotidien. Donc, avoir un robot qui vient poser 300 fois par jour 50 grammes d'oignons, c'est super intéressant. Ils sont plus à poser 300 fois par jour 50 grammes d'oignons. Poser au gramme près, mesurer la température au degré Celsius. Donc ce sont vraiment les gens qui sont sur le terrain parfois, qui manquent en ressources, qui manquent en main, qui manquent en temps, qui disent « ça m'aiderait vraiment beaucoup d'avoir cet outil ». Donc, parfois, on a de la résistance en haut et de l'adoption en bas. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est aussi il va venir enlever ma position. Mais je pense que c'est une question d'entendre et de comprendre qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, comment ça fonctionne pour pouvoir le déployer. Moi, je vais parler peut-être d'une autre sorte de résistance ou une résistance qui arrive un peu après. Donc, nous, ça arrive assez régulièrement, là, en fait, dans tous les projets, ça arrive. C'est la résistance quand vient le temps de tester la solution. Donc, on développe une solution pour une entreprise et là, c'est les utilisateurs finaux qui se retrouvent à se sentir, oui, je ne peux pas me mettre dans leur peau, mais se sentir un peu menacés ou être incrédules face à une solution et ça devient un peu... parfois, ça devient une compétition malsaine. Là. C'est un peu l'homme versus la machine et c'est pas le but. Mais c'est difficile quand on est confronté à ça. On se fait donner un outil et on dit hey, cet outil-là va vraiment t'aider dans ton day-to-day. Puis là, toi, t'es comme ben tu trouves des faiblesses. C'est comme ben non, mais regarde, il a oublié ça, il s'est trompé là. On a tendance, c'est normal, l'humain. Et on parle, oui, c'est de la gestion de changement, puis à chaque fois que ça nous arrive, chez MoveAI, on se dit, OK, c'est quoi qu'on peut faire? Ah, plus de gestion de changement. Puis plus. Tu sais, au bout du compte, tu pourrais faire un nombre d'heures illimité de gestion de changement, mais cette résistance, c'est la vie. Il faut réussir à travailler avec cette résistance-là. Il faut vraiment bien préparer les gens qui vont utiliser la technologie pour bien l'utiliser puis bien la comprendre aussi. Il y a la question de compréhension que des fois vient différer avec une solution plus traditionnelle. Ça, c'est souvent OK, comment il a pris la décision, c'est quoi qui a rentré dans la balance. Ouais. Et c'est là que souvent les gens vont se retrouver à pointer du doigt un peu le développement quand en fait c'est plus, il y a une cohabitation qui doit être faite entre la machine et le travailleur. Là.
Je vais aussi... moi, je capture le monde. Le monde monte. Donc, c'est sûr que j'ai de la résistance. Si des palettes pouvaient parler, des boîtes pouvaient parler, ils résisteraient aussi. Mais on capture aussi les employés. Est-ce que, dans un hôpital, est-ce qu'un médecin s'est lavé les mains en passant du patient A au patient B? Est-ce qu'un cuisinier s'est lavé les mains en sortant des toilettes et avant de retourner à la cuisine? Je peux le savoir, hein. Je veux dire, c'est facile. On met un dispositif sur la personne, on met un dispositif sur les lavabos ou les postes sanitaires, puis je fais tout simplement un track and match et je sais qui s'est lavé les mains, quand, à quel moment. Est-ce que cette infirmière est sortie dehors? Combien de temps fumer? Mais si elle fume 5 fois par jour, c'est 50 minutes. Est-ce que je l'enlève de son... Alors, la résistance, oui, bien sûr. Et si je devais peut-être simplifier le truc, c'est que ce qui est très important, puis je pense qu'on le fait tous, c'est un plan de communication propre, net, transparent et vrai, parce que sinon, on va se faire attraper plus tard dans le projet, puis là, il n'y a personne qui adoptera ça. Donc, il y a un gros travail à faire, hein, d'éducation, de formation, peut-être moins aujourd'hui, parce que bon, les gens, ils commencent à connaître beaucoup, mais la résistance, ben, c'est humain. Hein. Une autre question? Ah, je veux une main là, madame. C'est toi. Andrea, Gradient AI. Donc moi, je me permets de rebondir sur un sujet que vous avez évoqué, qui est donc la création totale ou alors un remix de cette création pour implémenter l'intelligence artificielle. Et là, je trouve que ça peut être une solution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à cette question de résistance. En effet, pourquoi pas, à la place de recréer la chaîne de valeur du début jusqu'à la fin, peut-être implémenter une solution d'intelligence artificielle juste de manière ciblée pour permettre que les utilisateurs, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, adoptent donc petit à petit cette nouvelle solution pour après donc en développer des nouvelles. C'est super intéressant. Peut-être je peux donner une petite histoire, disons. Quand on a travaillé avec les épiceries métro, ici par rapport justement à une opération ciblée, et quand on a travaillé avec les épiceries métro, c'est prévision de la demande, donc pour l'aide au réapprovisionnement dans les épiceries. Donc les produits frais, c'était tout le temps le plus challengeant. Et souvent, c'était les gérants d'épicerie qui se retrouvaient à faire le réapprovisionnement. Toutes les semaines, ils se penchent, ils regardent l'année passée, c'est quoi qu'ils ont acheté. Bon, copier-coller, j'exagère à peine, là. Et c'était comme ça un peu, ça fonctionnait. Et là, quand on a fait notre solution, eux autres, Métro, c'était vraiment, on veut une automatisation du réapprovisionnement. Donc, sortir complètement le gérant de l'équation. Et ça aurait coûté probablement 2 fois plus cher. Ça aurait causé énormément de troubles au niveau des risques d'adoption. Parce que tu te retrouves à faire quelque chose qui est tellement sensible. Et finalement, ce qu'on s'est retrouvé à faire, c'est qu'on s'est retrouvé à prépopuler le SAP, là, enfin avec toutes les quantités qu'ils devraient commander, et juste laisser au gérant la capacité de revoir la liste et de peser sur soumettre. Donc ça prend 5 minutes et tu viens de réduire de 50% le coût de la solution, tu viens de réduire de 150% les risques d'adoption parce que tu t'es retrouvé à réduire ta tâche en disant « Ah, sais-tu quoi? On ne va pas le soumettre. On va juste faire l'étape avant de le soumettre. » Donc, tu viens vraiment de circonscrire ta problématique. Et je trouve ça intéressant parce que justement, plus tu en prends large dans ton processus, plus c'est compliqué. Donc, vraiment bien ciblé puis livrer des petites solutions chirurgicales. Là. Merci pour le commentaire. Y aller par petits coups, effectivement, pour embarquer. Tu avais une question? Au début, on se demandait si l'automatisation permettait de remplacer ou optimiser. Moi, j'aimerais ajouter une troisième option et vous poser la question, est-ce que l'automatisation peut permettre de faire des choses que l'humain ne peut pas faire? Quand je dis l'humain ne peut pas faire, on pourrait dire juste de mâcher, si on veut, de la donnée ou de scaler, c'est quelque chose que l'humain ne peut pas faire. Mais est-ce qu'il y a des choses que si on avait infini d'humains, infini de temps, que l'automatisation permettrait de faire qu'on ne peut pas faire sans l'automatisation? Je vais commencer. Vas-y, je pense que tu en as vu beaucoup pour pouvoir répondre à ça. OK. Parce que quand on parle d'automatisation, souvent les gens parlent automatisation, robotisation. Moi, je prends juste le volet automatisation. Puis tout à l'heure, tu dis qu'il y a des problèmes qu'on ne connaît pas. Je vais vous donner un exemple de problème qu'on ne connaît pas
et que l'automatisation permet de faire. Donc, c'est un truc qu'on a au Green UX Lab, donc c'est le deuxième laboratoire IoT à l'UQAM. On a mis en place des solutions très simples, mais qui permettent de montrer aux partenaires ce qu'ils sont capables de faire, qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire. Nous, sur chaque... Donc, on a une cabine d'essayage dans laquelle les gens vont venir essayer des objets, une chemise, et puis on leur montre comment est-ce que en fait, les produits peuvent développer... On a une compréhension du comportement des produits, pas du comportement des clients. J'en ai juste pour une minute pour vous expliquer un petit peu ça. Donc, je peux prendre maintenant, comme je peux suivre chaque item individuellement, je vais prendre une chemise et je vais être capable de connaître le parcours de cette chemise de l'étagère à la cabine d'essayage et je vais dire, cette chemise, pas l'autre, cette chemise polo blanc taille small, pas celle d'à côté, non, celle-là avec ce numéro unique, elle a fait 6 fois l'aller-retour en cabine. Or, les gens achètent des chemises polo blanc, mais ils n'achètent pas celle-là. Pourquoi? Peut-être que quelqu'un est venu l'essayer, il a sali le col. Et donc, on veut que cette chemise, elle disait « Guys, tout le monde m'essaye, personne ne m'achète là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me vérifier ?» Donc, c'est ça quand on parle des produits intelligents, mais je ne savais pas que j'avais ce problème. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on dit, un problème qu'on ne savait pas qu'on avait. Donc, comment vous voulez qu'on puisse le résoudre? Et l'automatisation de la capture des données dans mon cas, et une simple traduction de cette capture des données en intelligence minimale va me permettre de dire « Tu sais quoi, va vérifier cette chemise là, ne la repose pas bêtement sur l'étagère. » Parce qu'il y a un problème. Et puis, si je peux le faire pour une chemise, ben, je peux le faire pour n'importe quoi d'autre dans la vie. Voilà. Ben, rapidement, moi, je vais parler de personnalisation. Je sais que c'est anodin parce qu'on commence à être habitué de la personnalisation, mais je pense que moi, j'utilise souvent l'exemple pour rire un peu. YouTube, par exemple, il n'y a pas une équipe de 1 million de personnes qui dit « Ah, Olivier vient de se connecter. OK, c'est quoi le vidéo qu'on va lui montrer? » C'est vraiment... Puis tantôt, tu parles de scale, je comprends, mais c'est le scale dans le but de fournir une expérience qui est personnalisée. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est AlloProf, par exemple, qui va aider des élèves. La capacité de pouvoir aider des élèves de façon personnalisée. Donc, la personne a vraiment une question puis d'être capable de répondre à sa question et pas juste à une question random ou juste de dire il y a du contenu, trouve ton contenu, de lui fournir une expérience qui est personnalisée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et là, on le fait de mieux en mieux. Puis, ça va juste continuer de plus belle. Là. Oui. Carolina? Oui, très rapidement. Aussi dans la personnalisation. Donc, nous avons installé notre cuisine ici à Montréal, dans le Myland. Et puis, on a commencé à servir des repas à des bâtiments immobiliers, donc des bâtiments résidentiels. Des gens qui ne commanderaient jamais Uber Eats ou Delivery, des gens qui ne vont pas au restaurant. Donc, on avait, par exemple, un sportif de haut niveau qui était en train de passer des tests ici à Montréal et il avait besoin d'une nutrition spécifique puisqu'il est pesé avant chaque compétition. Mais il ne sait pas cuisiner. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il mange? Comment il fait pour préparer ce repas? Donc il nous a donné ce spécifique et puis on a préparé tous ces repas. Il a gagné la compétition. C'est ça qui arrive. Écoutez, avant de passer la main à Mathis, qui va nous donner un cas concret d'une mise en place d'automatisation, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement Olivier Blais, Carolina Velandia et Igal Ben David. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je vais inviter Mathis. On est très, très fiers. On a un partenariat avec le CCO, le Centre de coopération, le Conseil de coopération de l'Ontario, qui fait un job magnifique en Ontario et ils ont une place chez nous, on est très heureux. Mais ils ont fait une activité très intéressante dans le nord du Québec et qui a rapport à l'automatisation. J'aimerais ça que tu viennes au moins de présenter comment le design thinking peut vraiment aider à la mise en place d'une solution automatisée. Merci. Ah, tu peux-tu avoir... Est-ce que... Mathis, c'est à toi de jouer. Merci beaucoup. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parfait. Alors effectivement, il y a quelques mois, il y avait pas mal de difficultés au niveau du contexte économique, etc., dans le nord de l'Ontario, notamment pour les épiceries du nord, et puis pour le pouvoir d'achat dans toutes les communautés du nord de l'Ontario. Alors on s'est mis à réfléchir
comment on pouvait trouver des solutions concrètes, pratiques à cela. On a eu de la chance d'avoir du soutien de la part d'un bailleur de fonds pour réfléchir à ça. Et on s'est dit, on va mettre plusieurs épiceries autour de la table. Donc on en a trouvé 6. On les a mises autour d'une table et on a appliqué une méthode de design thinking. Donc vous connaissez les étapes de la méthode design thinking, je les reprends. Faire émerger l'empathie, la définition du problème, par la suite l'idéation. Et puis nous, on s'est arrêté là, parce qu'après le reste, ce n'est pas notre ressort. Et donc on a animé des ateliers dans lesquels on faisait émerger des problématiques qui avaient été soumises par les épiceries. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit assez large, qu'elle donne toutes les problématiques qu'elle rencontrait. Par la suite, on a fait en sorte de pondérer ces problématiques-là pour s'assurer que les solutions qu'on allait chercher par la suite répondaient aux problématiques les plus importantes qui étaient rencontrées par les épiceries. Et donc par la suite, on a commencé à faire de l'idéation. Et au moment où on a commencé l'idéation, on s'est rendu compte que les épiceries avaient un petit peu de mal à imaginer les solutions des problèmes qu'elles rencontraient. Alors là, c'est là que des porteurs de solutions étaient nécessaires. Alors on a fait appel à différents porteurs de solutions qui avaient des compétences justement dans l'automatisation de certaines tâches, etc. Et le but, c'était de créer des solutions sur mesure qui allaient répondre aux problématiques qui avaient été énoncées par les épiceries. Les problématiques qui avaient été énoncées, c'était justement la pénurie de main-d'œuvre, les problématiques autour de la supply chain et l'adoption des nouvelles technologies. Donc ça tombait en plein dans l'automatisation. Et donc on a commencé à discuter avec les porteurs de solutions et on a trouvé des solutions très concrètes grâce à la rencontre un petit peu des problématiques et des solutions. La première solution qui a été envisagée, c'est l'étiquetage digital. Donc le fait de tout simplement rentrer la mise à jour de son prix dans une base de données. Et ce prix-là va se diffuser dans tout le magasin. C'est quelque chose qui sauve un temps fou. Donc quand on parlait de tâches qui étaient parfois répétitives, etc., mettre des oignons, tout ça, bon là, créer une étiquette, c'est pas beaucoup plus intéressant et ça a une valeur ajoutée qui est assez limitée pour l'épicerie. Donc si on supprime cette tâche-là, ça permet de créer du temps pour beaucoup d'autres usages. La deuxième solution qui avait été envisagée, c'était un logiciel de digitalisation de l'inventaire. Donc ça a aussi été mentionné par un des intervenants. Tout simplement, on sait accueillir un colis, on le scanne et on note le nombre de produits qu'on a dedans. Donc ça permet déjà de faciliter, de largement automatiser le process, mais en plus de ça, ça permet d'avoir une connaissance accrue des produits qu'on a en stock pour la troisième solution, qui est la solution de prévision des besoins, qui a aussi été énoncée, donc on est vraiment en lien. Et donc cette solution-là, elle vise à anticiper les besoins qui vont être ceux de l'épicerie dans les semaines à venir, et donc adapter la commande. Et donc effectivement, on s'est rendu compte que c'était une tâche qui prenait beaucoup de temps à des personnes qui étaient souvent responsables et qui avaient beaucoup d'autres choses à faire dans l'épicerie. Donc si on pouvait être capable de dégager ce temps-là, on allait améliorer beaucoup d'autres choses dans l'épicerie. Donc c'était les 3 solutions qu'on a trouvées et on a terminé l'étude de ces solutions-là. Les 3 solutions sont rentables et on va les proposer aux épiceries participantes jeudi. Donc là c'est tout neuf. Et donc nous, les choses sur lesquelles on a trouvé un grand intérêt autour de l'automatisation, c'était concentrer son temps sur des tâches qui sont à meilleure valeur ajoutée, supprimer certaines tâches rébarbatives et puis faire monter aussi en compétence son personnel sur une utilisation de technologies de pointe, entre guillemets, donc qui permet de valoriser le personnel et le faire monter en compétence sur ces domaines-là. Mais merci beaucoup pour ce partage. Merci Mathis du Conseil de coopération de l'Ontario. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin au panel sur l'automatisation.
Et ce qui va suivre, c'est une autre forme d'automatisation. C'est comment connecter les gens ensemble. On a une vieille technologie, ça s'appelle un cocktail. Alors, je vous invite au cocktail du MTLab. Alors, je suis Martin Lessard, directeur général du MTLab. Bienvenue au MTLab, bienvenue chez vous. Bonne soirée.